Au printemps 2008, un petit groupe d'ingénieurs suisses s'est réuni autour d'un établi à Neuhausen am Rheinfall, là où le complexe de fabrication de Sig Sauer surplombe le Rhin. Sur l'établi reposait un fusil à l'apparence presque ordinaire. Garniture synthétique noire, système de rails modulaire, dimension compacte, mais cette banalité était en soi extraordinaire. Il s'agissait du SIG SG 553, et il représentait quelque chose de bien plus complexe que ce que son aspect laissait deviner. Une refonte complète de la manière dont les systèmes mécaniques pouvaient être compressés dans des volumes réduits, sans perdre la précision qui était devenue la signature de l'ingénierie helvétique. Le fusil mesurait un peu plus de 30 pouces de longueur totale, avec sa crosse repliée, soit nettement moins que son prédécesseur, le SIG SG 550. Pourtant, une fois en main, il conservait cette répartition de poids solide caractéristique des fusils militaires suisses, un point d'équilibre suggérant une réflexion approfondie sur l'interaction entre la physiologie humaine et la masse mécanique. Les ingénieurs avaient passé des mois à déterminer l'emplacement de chaque gramme. Trop de poids à l'avant, et l'équipement devenait lourd en bouche lors d'une manipulation prolongée. Trop de poids à l'arrière, et la rapidité des transitions entre les cibles en pâtissait. La solution résidait dans un placement stratégique des matériaux et un système de gaz positionné pour servir à la fois de mécanisme fonctionnel et de contrepoids structurel. Ce qui rendait cette réunion significative n'était pas l'objet lui-même, mais ce qu'il symbolisait. La réponse à un problème qui défiait les concepteurs d'équipements depuis les années 1960. Comment raccourcir un fusil sans dégrader ses performances? Chaque réduction de la longueur du canon affecte la balistique interne, la science de ce qui arrive aux projectiles à l'intérieur du tube. Des canons plus courts signifient de moins de temps pour que les gaz de propulsion se dilatent et accélèrent le projectile. Moins d'accélération signifie une vitesse réduite. Une vitesse réduite affecte la précision, la portée efficace et la balistique terminale. Le défi technique n'était pas simplement de retirer de la matière, mais de redessiner l'intégralité du système de gaz pour extraire une efficacité maximale d'un ensemble mécanique compressé. L'un des ingénieurs seniors, dont la carrière couvrait 3 générations de développement chez SIG, fit glisser ses doigts le long du garde-main. La question n'a jamais été de savoir si nous pouvions le rendre plus petit, expliqua-t-il à un jeune collègue. La question était de savoir si nous pouvions maintenir l'harmonie du système à une échelle réduite. Il désigna le bloc de gaz situé au-dessus du canon, un composant usiné avec précision qui contrôlait la dérivation des gaz en expansion vers le système de fonctionnement. Tout ce qui suit dépend de ce qui se passe ici. Si vous vous trompez là, vous obtenez un chaos mécanique. Si vous réussissez, vous obtenez ce que vous tenez entre vos mains. Une machine qui fonctionne comme un système unifié plutôt que comme une collection de pièces en compétition. Le modèle sur l'établi représentait 18 mois de calcul, de prototypage et d'affinage systématique. Il n'était pas encore terminé. Les essais allaient révéler des problèmes que les ingénieurs n'avaient pas anticipés. Mais déjà, il incarnait un principe qui séparait l'ingénierie médiocre de l'ingénierie d'exception. Comprendre que plus petit ne signifie pas plus simple, mais plus précis. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. La pression montait depuis des années avant que le projet SIG SG 553 ne commence officiellement. Les ingénieurs de Sig Sauer ne répondaient pas à une demande unique, mais à une convergence d'exigences provenant d'organisations de sécurité et de défense du monde entier. La série SIG SG 550, introduite dans les années 1980, avait établi la réputation de la Suisse pour la production de fusils d'une précision et d'une fiabilité hors du commun. Mais au milieu des années 2000, les besoins opérationnels avaient évolué. Les véhicules étaient devenus plus petits et plus blindés. L'intérieur des bâtiments était devenu plus pertinent sur le plan tactique.
Les déploiements par hélicoptère nécessitaient des outils pouvant être manœuvrés dans des espaces restreints. Le message des utilisateurs finaux était constant. Nous avons besoin des mêmes performances dans un format plus réduit. Cela présentait pour Sig Sauer un dilemme qui allait au-delà de la simple fabrication. La réputation de l'entreprise reposait sur des principes d'ingénierie que beaucoup considéraient comme incompatibles avec la compacité. La tradition suisse de fabrication privilégiait une longue ligne de mire pour la précision, des systèmes de gaz complets pour la fiabilité et une masse substantielle pour l'absorption du recul. Raccourcir un fusil signifiait compromettre au moins l'un de ces principes ou trouver des moyens entièrement nouveaux d'obtenir les mêmes résultats par d'autres méthodes. L'équipe technique, dirigée par des concepteurs ayant travaillé sur chaque modèle SIG depuis le SG540, comprenait qu'on ne leur demandait pas de modifier un équipement existant, mais de le repenser. Le projet débuta par des questions fondamentales. Si nous raccourcissons le canon de 6 pouces, comment la pression au niveau de l'emprunt de gaz est-elle modifiée? La réponse nécessita de la mécanique des fluides numériques et des tests physiques. Les courbes de pression des gaz ne sont pas linéaires. Elles suivent des fonctions exponentielles complexes à mesure que le projectile progresse dans le canon. Déplacer l'emprunt de gaz signifiait recalculer le diamètre optimal de l'orifice, la course du piston et la tension du ressort. Chaque variable affectait les autres dans des relations en cascade qui ne pouvaient être comprises que par une expérimentation systématique. La science des matériaux devint tout aussi critique. Les canons plus courts subissent un stress thermique plus important par unité de longueur, car la même énergie de combustion est concentrée dans moins de matière. Les ingénieurs de 6G travaillèrent avec des métallurgistes pour développer des formulations d'acier capables de résister à des cycles de chaleur accrus sans perdre leur stabilité dimensionnelle. Le canon devait maintenir sa précision sur des milliers de cycles, avec des dimensions internes ne variant pas de plus de quelques microns, même sous l'effet de la chaleur. Cela exigeait non seulement de meilleurs matériaux, mais aussi une meilleure compréhension du comportement des structures cristallines sous des chocs thermiques répétés. L'équipe fut également confrontée à des défis ergonomiques. Un fusil plus court modifie la position naturelle des mains et la façon dont l'énergie est transmise à l'épaule. Le mécanisme de la crosse a dû être redessiné pour permettre un ajustement de la longueur d'appui, s'adaptant à des utilisateurs de différentes morphologies tout en maintenant une rigidité structurelle. Chaque point de réglage devenait un mode de défaillance potentielle qui devait être conçu selon les mêmes standards de fiabilité que le mécanisme de mise à feu lui-même. À la fin de l'année 2006, la conception était passée des calculs théoriques aux tests de prototypes. Mais les ingénieurs savaient qu'ils ne construisaient pas simplement un nouveau modèle. Ils créaient un modèle de référence sur la manière dont l'ingénierie de précision pouvait être maintenue à travers différentes échelles dimensionnelles. Le SIG SG553 allait devoir prouver que les principes suisses pouvaient s'adapter sans se rompre. Comprendre le fonctionnement du SIG SG553 nécessite d'appréhender la cascade d'événements mécaniques qui se produisent en environ 0,08 secondes. Le temps entre l'activation de la détente et le moment où l'équipement est prêt pour un nouveau cycle. Ce cycle est l'expression pratique des 7 niveaux d'ingénierie décrits. Sélection des matériaux, précision dimensionnelle, étalonnage du système de gaz, synchronisation du verrouillage, gestion du recul, intégration ergonomique et redondance systématique. La séquence commence par le mécanisme de détente, lui-même une étude de précision mécanique. Lorsque la détente est pressée, elle libère le marteau qui frappe le percuteur. Le percuteur percute l'amorce de la cartouche, enflammant la charge propulsive. Cette combustion génère une pression de gaz qui culmine à environ 50 000 psi en quelques millisecondes. Cette pression remplit 2 fonctions simultanées. Elle propulse le projectile vers l'avant à travers le canon et fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'action de l'équipement. C'est ici que le système de piston à gaz à course courte devient essentiel.
Alors que le projectile passe devant un évent percé dans le canon, situé à environ 8 pouces de la chambre, les gaz sous haute pression s'écoulent par cet orifice vers un cylindre. À l'intérieur de ce cylindre se trouve un piston, maintenu vers l'avant par un ressort. La pression des gaz repousse ce piston vers l'arrière, mais sur environ 1 cm seulement, d'où le terme « course courte ». Cette distance de déplacement limitée n'est pas arbitraire. Elle représente un équilibre calculé, assez de mouvement pour transférer suffisamment d'énergie au porte-culasse, mais pas trop pour que le piston lui-même ne devienne une masse alternative qui déstabiliserait l'ensemble pendant le fonctionnement. Lorsque le piston atteint sa limite arrière, il frappe le porte-culasse, lui transférant son élan. Le porte-culasse recule alors, entraîné par l'énergie reçue. Durant ce mouvement, la rampe de cam du porte-culasse fait pivoter la tête de culasse, la déverrouillant de l'extension du canon. Ce déverrouillage doit se produire au moment précis. Trop tôt, et la pression résiduelle pourrait causer une défaillance majeure. Trop tard, et le cycle ralentit excessivement, provoquant potentiellement des erreurs d'éjection. La synchronisation est contrôlée par la géométrie de la rampe de cam, usinée dans le porte-culasse avec des tolérances mesurées en centièmes de millimètre. Alors que la culasse continue son recul, elle extrait l'étui usagé de la chambre. L'étui frappe un éjecteur fixe qui le projette hors de la fenêtre d'éjection. Simultanément, le porte-culasse comprime le ressort de rappel et réarme le marteau. Au point le plus reculé, le ressort de rappel commence à renvoyer le porte-culasse vers l'avant. La culasse prélève une nouvelle cartouche dans le chargeur, l'introduit dans la chambre et la rampe de cam verrouille à nouveau la culasse. Le marteau reste armé, maintenu par le mécanisme de détente jusqu'à la prochaine pression. Tout ce cycle dépend d'un étalonnage précis des tensions de ressort, du diamètre de l'évent, de la masse du piston et du poids du porte-culasse. Modifier une seule variable et toute la synchronisation du système bascule. C'est pourquoi le SIG SG553 a nécessité 18 mois de développement. Les ingénieurs n'assemblaient pas simplement des composants, ils orchestraient une symphonie mécanique où chaque élément devait remplir sa fonction dans une relation temporelle exacte avec tous les autres. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Le premier prototype du SIG SG553 a échoué lors de son cycle de test initial dès les 100 premiers cycles. La défaillance n'était pas spectaculaire, pas de rupture majeure ni d'incident dangereux, mais pour les ingénieurs de SIG, elle était totale. L'équipement subissait ce qu'ils appelaient une dérive de synchronisation. À mesure que le canon chauffait lors d'une utilisation soutenue, l'évent de gaz se dilatait de quelques microns, augmentant le débit de gaz. Ce flux accru poussait le piston plus fort, accélérant la vitesse de recul du porte-culasse. À température ambiante, le cycle était parfait. À des températures élevées, il devenait trop rapide, provoquant des échecs d'extraction et des incidents d'alimentation. Cette découverte a renvoyé l'équipe technique aux calculs thermodynamiques fondamentaux. Ils devaient comprendre non seulement comment l'acier se dilatait sous l'effet de la chaleur, mais aussi comment cette expansion se propageait à travers un système mécanique complexe où chaque composant était thermiquement lié aux autres. Le canon chauffait en premier et de manière plus intense. Le bloc de gaz, fixé au canon, absorbait la chaleur par conduction directe. Les gaz circulant dans le système étaient eux-mêmes surchauffés, transférant de l'énergie thermique au piston et au cylindre. Même le porte-culasse, dans ses mouvements de va-et-vient, générait une chaleur de friction sur ses rails. La solution exigeait ce que les ingénieurs nomment une compensation thermique. Concevoir le système de sorte qu'avec l'augmentation de la température, les effets s'équilibrent plutôt que de se cumuler. L'équipe a redessiné l'évent de gaz avec une géométrie progressivement conique. À mesure que l'orifice se dilatait, la conicité permettait de maintenir des caractéristiques de flux constantes. Ils ont également revu la masse du piston, ajoutant de la matière stratégique pour augmenter son inertie thermique, sa résistance aux changements rapides de température.
Cela a créé un tampon mécanique absorbant les fluctuations thermiques avant qu'elles ne puissent affecter la synchronisation. Parallèlement, l'équipe a mené des tests de matériaux approfondis. L'acier du canon nécessitait un coefficient d'expansion thermique spécifique, trop élevé, et les dimensions internes du canon changeaient assez pour nuire à la précision. Trop bas, et le matériau devenait fragile, vulnérable aux fissures de fatigue après des milliers de cycles. La formule finale de l'acier était un alliage exclusif développé spécifiquement pour le SG553, incorporant des oligo-éléments modifiant la structure cristalline pour obtenir les propriétés thermiques souhaitées. Les tests de précision ont révélé un autre défi. Lorsque les ingénieurs montaient des systèmes optiques sur les rails, ils ont découvert que les points de fixation transmettaient des vibrations harmoniques provenant du canon lors de l'utilisation. Ces vibrations, bien que mesurées en microns, suffisaient à décaler le point d'impact à longue distance. La solution a consisté à isoler le système de rails des fréquences harmoniques du canon grâce à des points de montage conçus pour agir comme des filtres mécaniques, amortissant certaines longueurs d'onde de vibration tout en conservant la rigidité structurelle. À l'été 2007, le SIG-SG 553 avait subi 4 révisions majeures. Chaque génération de prototypes intégrait les leçons de la précédente, traitant des modes de défaillance que les ingénieurs n'avaient pas prévus. La configuration finale ne représentait pas un design unique, mais une évolution, un affinement progressif où chaque faiblesse identifiée devenait une opportunité de rendre l'ensemble du système plus robuste. La révélation des 7 niveaux d'ingénierie a eu lieu lors d'une réunion de conception à l'automne 2007, lorsqu'un des ingénieurs seniors a dessiné une pyramide sur un tableau blanc pour expliquer pourquoi le SIG-SG 553 avait nécessité tant de temps de développement. Nous avons continué à traiter cela comme un problème de conception de fusil, expliqua-t-il à l'équipe, mais c'est en réalité un problème d'architecture de système. Il nomma chaque niveau de la pyramide en partant de la base. Sélection des matériaux, précision dimensionnelle, étalonnage du système de gaz, synchronisation du verrouillage, gestion du recul, intégration ergonomique et, au sommet, redondance systématique. Le concept était simple mais profond. Chaque niveau représentait une strate de décision de conception soutenant tout ce qui se trouvait au-dessus. On ne pouvait pas optimiser l'étalonnage du système de gaz sans disposer au préalable de matériaux se comportant de manière prévisible selon les plages de température. On ne pouvait pas obtenir une synchronisation parfaite sans une précision dimensionnelle de chaque composant en contact avec la culasse. On ne pouvait pas gérer le recul efficacement sans comprendre comment la répartition du poids affectait la réponse dynamique de l'ensemble. Et l'on ne pouvait pas intégrer l'ergonomie avec succès sans une base mécanique saine sur laquelle s'appuyer. Mais c'est le 7e niveau, la redondance systématique, qui révélait la philosophie profonde de l'ingénierie suisse. Le SIG-SG 553 intégrait plusieurs systèmes de secours, assurant un fonctionnement continu, même si les systèmes primaires étaient compromis. Le percuteur possédait un limiteur de course empêchant une saillie excessive, éliminant un mode de défaillance courant dans des conditions difficiles. L'extracteur était monté sur ressort, avec une tension suffisante pour saisir les étuis, même en présence de résidus de carbone. L'éjecteur était un composant fixe plutôt que mobile, supprimant un point de rupture potentiel du ressort. Le puits de chargeur avait une géométrie permettant une insertion correcte, même si les chargeurs étaient légèrement déformés. Chacune de ces caractéristiques ajoutait une complexité minimale, tout en augmentant considérablement la fiabilité du système. Les ingénieurs ont réalisé que ces 7 niveaux expliquaient pourquoi les tentatives de simple réduction d'échelle de modèles existants échouaient si souvent. Réduire les dimensions sans reconsidérer chaque strate entraînait des problèmes en cascade. Un canon raccourci sans ajuster l'évent de gaz créait des erreurs de synchronisation. Ces erreurs provoquaient des échecs d'extraction. Les échecs d'extraction menaient à des incidents d'alimentation.
Ces incidents endommageaient les lèvres des chargeurs, ce qui modifiait l'angle d'alimentation, augmentant l'usure de la face de la culasse. Chaque défaillance en déclenchait d'autres dans une spirale descendante de dégradation de la fiabilité. Le succès du SIG SG553 résidait dans la compréhension que l'ingénierie n'est pas linéaire, elle est récursive. Vous concevez un composant, vous le testez, vous découvrez qu'il interagit avec d'autres de manière inattendue, vous le redessinez, vous testez à nouveau et vous itérez jusqu'à ce que tout le système atteigne l'équilibre. Le fusil issu de ce processus n'était pas simplement un SIG SG550 plus court. C'était une entité mécanique distincte qui partageait des similitudes esthétiques avec son prédécesseur, mais incarnait une logique interne totalement différente. Cette compréhension a transformé l'approche de Seagate pour les projets suivants. Le cadre des 7 niveaux est devenu une méthodologie de conception, une manière systématique de s'assurer que chaque couche de complexité reposait correctement sur les strates inférieures. C'était, par essence, une déclaration philosophique sur la pratique de l'ingénierie de précision, non pas comme une collection de solutions isolées, mais comme une architecture intégrée où chaque élément existe dans une relation délibérée avec le tout. Le SIG SG553 est entré en production en 2008 et en moins de 2 ans, il a été adopté par des unités d'élite sur plusieurs continents. Mais son véritable héritage dépasse ses états de service. Ce fusil représente un tournant dans la manière dont l'ingénierie des équipements a abordé le défi fondamental de la compacité sans compromis. Avant le SG553, il était admis que les versions raccourcies sacrifiaient une part de précision, de fiabilité ou de longévité. Le SG553 a démontré qu'avec une réflexion systémique suffisante, ces compromis pouvaient être éliminés plutôt que simplement gérés. Ce qui rend cet objet historiquement significatif n'est pas une innovation unique, mais son approche holistique de la complexité. Le cadre des 7 niveaux qui a guidé son développement a depuis été adopté par des équipes techniques travaillant sur des projets très éloignés de ce domaine, des systèmes de suspension automobile à la conception d'actionneurs aérospatiaux. Le principe est universel. Les systèmes complexes exigent une pensée hiérarchique où chaque strate de conception est consciemment bâtie sur les fondations des niveaux inférieurs. Cela semble évident rétrospectivement, mais le développement du SG553 a montré combien il est facile de négliger ce principe sous la pression des contraintes pratiques. Le fusil a également validé une approche de la science des matériaux devenue cruciale dans la fabrication de précision. En traitant l'expansion thermique non pas comme un problème à minimiser, mais comme une caractéristique autour de laquelle concevoir, les ingénieurs de SIG ont créé des composants fonctionnant de manière fiable sur des plages de température qui auraient mis en échec les conceptions antérieures. Cela représentait un changement. Au lieu de chercher à éliminer les variables, on cherchait à comprendre comment ces variables pouvaient être intégrées dans la logique opérationnelle du système. C'est une distinction subtile, mais aux implications profondes pour résoudre des problèmes apparemment insolubles. Plus important encore, le SIG SG553 a préservé une philosophie de l'excellence mécanique à une époque où la conception était de plus en plus dominée par la réduction des coûts et la simplification de la fabrication. Alors que des concurrents privilégiaient les composants polymères et les systèmes de gaz simplifiés, SIG a maintenu son engagement envers l'usinage de précision et la redondance systématique. Le marché a finalement validé cette approche. Les utilisateurs se sont montrés prêts à investir dans des outils démontrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles. Cela a prouvé que dans l'ingénierie de précision, la qualité reste économiquement viable, même face à des alternatives moins coûteuses. Aujourd'hui, le SIG SG553 reste en service à travers le monde, ses fondamentaux de conception étant inchangés par rapport à la configuration de 2008. Cette longévité, rare dans une industrie caractérisée par des mises à jour constantes,
témoigne de la justesse des principes d'ingénierie qui ont guidé sa création. Il constitue l'incarnation physique de l'idée selon laquelle la bonne ingénierie ne consiste pas à ajouter des gadgets ou à suivre des modes, mais à comprendre les principes fondamentaux assez profondément pour créer des solutions qui restent valables malgré le changement des circonstances. Pour ceux qui étudient l'histoire des techniques, le SIG SG 553 offre une leçon claire. Sophistication et compacité ne sont pas des objectifs opposés, mais des objectifs complémentaires qui peuvent être réconciliés par une pensée systématique rigoureuse. Ce modèle prouve que lorsque les ingénieurs résistent à la tentation du compromis et investissent le temps nécessaire pour comprendre leur système à chaque niveau de sa hiérarchie, ils créent non seulement des dispositifs fonctionnels, mais des contributions durables à la connaissance de leur domaine. Si vous appréciez les récits authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.